Alors, je vous ai fait écouter des témoignages de personnes avec autisme. Donc là, je vais vous faire écouter un spécialiste qui est au Québec, et qui a mené un certain nombre de recherches et qui continue à mener des recherches sur l'autisme, et qui travaille d'ailleurs dans son laboratoire avec des personnes qui ont un syndrome d'Asperger, qui les a associées à ses recherches. Et donc là, il est interviewé par une journaliste, et il parle justement du fonctionnement autistique, et d'une façon, je dirais, non conformiste, en essayant, comme j'essaie de le faire, je suis très en phase avec Laurent Motron, de remettre en question des a priori qu'on a sur ces personnes. Voilà, donc nous allons écouter Laurent Motron. Parlons de l'intelligence maintenant et de l'autisme. Il y a parfois des déficiences intellectuelles qui sont associées, parfois non. Et ça vient faire toute la différence quand on parle d'un enfant autiste qui grandit, qui va tenter d'avoir une vie, ou en tout cas ses parents vont espérer qu'il ait une vie le plus normale possible. L'intelligence chez les autistes a fait l'objet d'une appréciation très différente depuis 50 ans, avec une histoire intéressante. La personne qui a découvert l'autisme, en fait qui l'a décrit au départ, avait la conviction que les cas qu'il étudiait n'étaient pas déficients. Ce qui n'avait, il faut le préciser, rien à voir avec leur niveau de fonctionnalité dans un monde non modifié. Mais comme l'intelligence pure, la capacité de traiter des informations complexes et de les transformer, était à la fois différente de ce qu'elle est chez la majorité des gens, mais en même temps était complexe. Très schématiquement, dans une déficience intellectuelle, c'est une limitation de la complexité de l'information qu'on est capable de traiter. Dans l'autisme, vous avez une différence dans la façon dont c'est traité, mémorisé, perçu, classé, etc. Mais le niveau de complexité de ce qui peut être traité est en gros non atteint. C'est assez difficile quand on n'est pas... Est-ce qu'on pourrait peut-être dire, en fait, il manque toute l'intelligence sociale? Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre des mots comme ceux-là sur pour essayer de mieux comprendre? Je ne suis pas trop sûr de la notion d'intelligence sociale. Je pense qu'il y a des sortes de traitements d'information que le monde social, disons, exige pour être traité correctement, et peut-être qu'effectivement, ils ont des difficultés à ça. Je prendrais la notion d'à peu près, la notion d'approximation, et la notion de deviner quelque chose à partir d'un nombre insuffisant d'éléments. Quand, dans l'univers social, on passe notre temps à tirer des conclusions sur les intentions d'autrui, sur ce que la personne est en train de dire, avec en fait un nombre d'éléments en théorie insuffisant, ce qu'on appelle l'implicite. Mettons, si vous me dites qu'il fait beau, si vous me le dites en début de conversation, je vais penser que c'est une façon d'entamer la conversation. Mais si vous me dites, si vous arrêtez notre conversation-là pour me dire « il fait beau », je vais penser qu'il se passe quelque chose, puis que vous ne pouvez pas me parler franchement, vous êtes obligé de dire « il fait beau », mais pourquoi donc elle me dit qu'il fait beau? Je vais donc interpréter la même phrase en fonction de son contexte, en fonction d'aspects implicites. Si vous me dites 3 fois de suite « il fait beau », je vais dire « elle est en train de virer folle », mais je ne prendrai pas juste le contenu. Vous voyez, alors que schématiquement, tous ces aspects-là, chez une personne autiste, comprendre qu'il fait beau signifie qu'il fait beau lui pose aucun problème. Mais faire le choix entre toutes les raisons possibles pour lesquelles vous me dites qu'il fait beau, alors que vous ne devriez pas me le dire à un moment donné, là, ça commence à devenir compliqué. Et le monde social est fait de ces espèces de choses-là. En même temps, là où ça devient très particulier chez les autistes, mettons que ce ne soit pas « il fait beau » que vous me dites, mais que vous me dites toute une liste de tous les pharaons d'Égypte, mettons une chose comme ça. C'est très compliqué. Si vous me dites ça, je vais être incapable de les retenir, je vais les mélanger au bout de 3 minutes. Ben, peut-être qu'un autiste, bizarrement, il va être capable de les retenir. Pas à la perfection, mais des fois mieux qu'une autre personne. Donc vous voyez que ce n'est pas une question simple ou complexe, c'est beaucoup une question de tirer un message, par exemple une conclusion, à partir d'un nombre d'éléments qui sont insuffisants. Les autistes sont probablement de meilleurs stockeurs d'informations, classeurs d'informations, même que nous. Mais par contre, cette information doit être à un niveau d'exactitude qui fait qu'ils ne sont pas très souples quand on ne leur donne pas toute l'information.
C'est une façon parmi 100 de caractériser la différence autistique, mais c'est pour vous dire que la raison pour laquelle ils ne réussissent pas bien dans le domaine social, ce n'est pas à cause du social comme tel. Ce n'est pas qu'ils n'aimeraient pas les humains, par exemple, contrairement à ce qu'on pense. C'est que nous, on fonctionne toujours par devinement, par à peu près, par implicite. Ils ont beaucoup de difficultés avec l'implicite. Mais vous avez toutes sortes de lieux communs qui ne marchent pas. Quand on dit qu'ils ne devinent pas les intentions d'autrui, c'est probablement faux. Ils ne vont pas deviner les intentions d'autrui quand ces intentions d'autrui sont, par exemple, contradictoires avec ce que vous montrez. Mais ce n'est pas les intentions d'autrui comme telles. Je vous dirais que les autistes comprennent particulièrement bien quand on leur veut du mal et ils n'ont aucun problème avec ça et ça les atteint même énormément. Donc, il faut se méfier de cette identification qu'on fait avec l'autisme, c'est un problème social. Ça a peut-être plus de répercussions dans le domaine social que dans d'autres domaines, mais ça ne veut pas dire que la cause même, ce serait comme notre organe à percevoir les visages qui ne marcherait pas ou notre organe à avoir des émotions. Parlons du langage, de ceux. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a qui vont parler difficilement. Mieux que vous puis moi. Oui. Comment est-ce qu'on explique cette grande variété-là? On n'en a pas la moindre idée. C'est un des plus grands mystères actuellement. Parce que certains autistes qui sont intelligents et qui ne parlent pas. Plus compliqué encore, vous avez des autistes intelligents, mais comment on sait qu'ils sont intelligents vu qu'ils ne parlent pas, puis des fois ils ne font pas grand-chose de mesurable, c'est qu'ils peuvent lire, et lire des choses compliquées, et dans certains cas écrire. Alors, ce que font les autistes avec le langage est vraiment mal compris. Et il y a un gros problème de définition, c'est que on ne sait même pas si on doit inclure le problème de langage dans l'autisme. Je vous dirais, la plupart des gens pensent que vous avez être autiste, puis que la variable langage peut varier du tout ou rien, mais que les particularités qualitatives, ce qu'ils font avec le langage, ça c'est assez caractéristique d'autisme. Parce que même un autiste qui parle fait avec le langage des choses qui permettent de le reconnaître comme autiste. Comme par exemple? Alors, comme par exemple, avoir un langage qui est généralement plus répétitif qu'une autre personne. Deux sortes de répétitivité. Une répétitivité telle quelle, c'est-à-dire dire exactement la même chose de la même façon, ça c'est les autistes qui font comme ça, versus une répétitivité de thème, parler plus souvent de la même chose qu'une autre personne, ça c'est plutôt les personnes Asperger. Alors, je vous ai montré Laurent Motron, donc, qui est un spécialiste de l'autisme depuis de nombreuses années, parce que je trouve qu'il met bien en avant la complexité de ce fonctionnement autistique, donc le sentiment qu'on ne l'a pas complètement cerné. Et bon, au début de l'entretien qu'il a avec cette journaliste, il insiste sur le fait que par rapport à ce qu'on appelle déficience intellectuelle ou retard mental, on a quand même beaucoup évolué. Et puis en plus, il y a des désaccords sur les chiffres. Il y a quelques années, on disait qu'il y a 70% d'enfants autistes qui présentent une déficience intellectuelle ou un retard mental. Après, on est descendu à 50, 40, il y en a qui disent 30. Voilà, ce qu'a l'air de dire Laurent Motron, et ça me semble intéressant, c'est que l'autisme en tant que tel n'est pas un retard mental. Parce qu'il prend l'exemple du simple et du complexe, parce qu'effectivement, ceux qui ont un retard mental ne sont pas capables de traiter énormément d'informations. Ils peuvent en traiter qu'une petite quantité. Or, les enfants avec autisme, même ceux qu'on place dans le bas du spectre autistique, parce qu'ils ont des comportements problématiques, et on le verra avec une vidéo que je vous montrerai tout à l'heure, justement, nous surprennent dans certaines situations parce qu'ils sont capables de faire alors qu'on ne pensait pas qu'ils étaient capables. Donc il faut faire très très attention par rapport à cet aspect retard mental, parce que c'est souvent en s'appuyant là-dessus qu'on dit « ah là là, non, les apprentissages ou le milieu scolaire ordinaire, c'est pas pour eux, etc. » Mais parce que justement, on n'a pas bien compris ou on ne les connaît pas suffisamment, on ne les comprend pas suffisamment et on va conclure trop vite.
Voilà, peut-être qu'un certain nombre de ceux dont on dit qu'ils ne sont pas capables d'eux, eh bien, nous surprendrait peut-être si on les mettait justement en situation d'apprentissage avec des stratégies adaptées, ce qu'on fait d'ailleurs avec certains, et on est tout étonné de les voir en effet, même ne parlant pas par exemple, ou parlant très très peu, ce sera la situation de scolarisation que je vous montrerai à la fin, eh bien, sont tout à fait capables d'apprendre à lire, à écrire, vraiment développent des compétences, etc. Voilà. Donc c'est quand même un handicap, puisque c'est comme ça qu'on parle dans notre société, mais difficile à comprendre, et je pense qu'il faut être très circonspect. Je trouve que, y compris les spécialistes, sont quelquefois beaucoup trop affirmatifs quand ils disent ou quand ils prétendent comme ça porter. Alors les diagnostics, c'est bien, il faut les porter, mais surtout faire des pronostics quoi, sur ce qui va se passer ensuite. Et dire c'est possible, c'est pas possible, là c'est même pas la peine d'essayer, etc. Parce qu'en fait, voilà, c'est quand même quelque chose qui reste. Ce fonctionnement est très difficile à comprendre et franchement, voilà, ils ont des difficultés, bien sûr, il faut repérer, il faut comprendre, mais ils ont aussi des capacités, des compétences qui sont parfois tout à fait voilà, inattendues. Et je pense que Laurent Motron, là, fait bien comprendre cette complexité et puis reste très modeste, même par rapport au problème du langage. C'est vrai que voilà, il y a ceux qui sont sans langage, mais ce n'est pas parce qu'un enfant est sans langage qu'il n'est pas capable d'apprendre, de développer des compétences, etc. Donc, je pense que c'est intéressant voilà, de prendre cet aspect en compte. Alors, je vais revenir en PowerPoint, donc je conclus un petit peu sur ces aspects sensoriels et perceptifs. Donc l'autisme, effectivement, c'est un trouble de la communication, certes, mais c'est aussi et surtout une autre façon d'être au monde, une autre façon de traiter les informations. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et j'aurais même tendance à mettre ces aspects sensoriels et perceptifs en avant, au premier plan, avant même les problèmes de communication. Parce qu'au fond, c'est peut-être parce qu'ils sont beaucoup plus dans la sensorialité, avec un mode de traitement des informations effectivement assez particulier, enfin on va l'approfondir, qu'ils ont des problèmes de communication. Comme le dit très bien Motron, les problèmes de communication, c'est une conséquence du reste, d'un fonctionnement qu'il faut essayer de comprendre. Hein. Ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. Alors justement, dans la nouvelle classification américaine, qui est le DSM-5, on est passé de la triade à la dyade. En fait, dans la dyade, donc, on a rassemblé les deux premiers éléments de la triade, et on a rassemblé troubles de la communication à la fois non verbale et verbale. Donc ça fait un élément de la dyade. Et dans le deuxième élément, à côté des intérêts restreints et stéréotypés, on a ajouté les caractéristiques sensorielles et perceptives. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que dans la classification antérieure, elle ne figurait pas du tout. On était vraiment uniquement dans le problème de communication et puis avec les habitudes et les rituels. Là, pour la première fois, on intègre ces caractéristiques sensorielles et perceptives. Maintenant, je trouve qu'elles viennent, ces caractéristiques, à la fin. Voilà, à la fin, après les intérêts restreints et stéréotypés. J'aurais tendance, moi, à les mettre en premier, quoi. Je veux dire qu'il faudrait d'abord comprendre que l'autisme, c'est un fonctionnement différent, c'est une autre façon d'être au monde, une autre façon de traiter les informations. Et en plus, on n'a pas terminé, parce qu'il n'y a pas que les problèmes sensoriels et perceptifs. Il y a d'autres problèmes là qu'on va aborder ensuite. Et les problèmes de communication ne sont qu'une conséquence. Et donc, il faudrait plutôt les mettre en second. Si on fait une dyade, ils devraient venir en second.